Dans l'actualité ce soir, le solaire pour accroître la production énergétique au Burkina Faso. Bientôt, l'augmentation de l'offre de l'énergie dans le pays va connaître une croissance par la production de plus de 150 MW à partir de 6 centrales solaires. Le gouvernement vient de signer une convention avec des opérateurs privés pour la construction de ces centrales. Comment sera organisée la distribution? Que devient la Sonabel dans tout cela? Les éclairages à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les moustiquaires de nouvelle génération bientôt distribués aux populations du sud-ouest, des cascades, la boucle du Moun et des hauts bassins. Dans ces régions, les moustiques deviennent de plus en plus résistants aux moustiquaires imprégnés. Pour le gouvernement burkinabé, il faut bien élever le niveau du combat, d'où ces moustiquaires qui vont coûter environ 800 millions de francs CFA. Comment ces moustiquaires dites de nouvelle génération pourront-elles agir efficacement contre le paludisme? Combien de moustiquaires seront-elles distribués à l'occasion? Les réponses à suivre dans cette édition. Et à l'étranger, dans cette édition, tension grandissante entre les deux camps rivaux en Libye, de violents affrontements armés opposaient ce vendredi les forces pro-gouvernementales libyennes aux combattants du maréchal controversé Khalifa Haftar, engagé dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. L'ONU appelle au calme. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, direction Kosiam, où le président du Faso échange avec le patron du Ashkoun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Léandre Bassolé et les conseillers qui l'accompagnaient sont allés faire le rapport d'activité au président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi discuté avec les responsables de la société ouest-africaine de chimie venus solliciter l'accompagnement du président du Faso. Toujours au carnet d'audience du président Roch-Marc Christian Kaboré, il s'est entretenu avec une délégation des organisateurs de la 3e édition de la Semaine des énergies renouvelables d'Afrique. Le point de toutes ces audiences avec Nongba Kouda et Draman Guéné. Au deuxième jour de la CERA, la Semaine des énergies et énergies renouvelables, le comité d'organisation fait des rapports au président du Faso. Conduite par le ministre de l'Énergie lui-même et Lassina Zerbo, le parrain, l'équipe de cette 3e CERA parle d'une CERA de bonnes affaires. Le ministre a signé des conventions aujourd'hui de 155 MW pour essayer d'améliorer la capacité énergétique du Burkina et puis réduire aussi les coûts parce qu'on est à 50 francs le kilowattheure, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Et je pense qu'il faut l'encourager dans ce qu'il fait et essayer d'accompagner le gouvernement. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun, est venu remettre son rapport d'activité de 2018 au président du Faso. 2018, la sensibilisation était l'activité phare du Ashkroun. Beaucoup la percevaient juste à travers le prisme du traitement de leur dossier. Et ça s'arrêtait là. Avec la sensibilisation, petit à petit, on a fait comprendre aux uns aux autres qu'en réalité, en traitant les dossiers, eux doivent apparaître comme des ambassadeurs aussi acquis au processus de la réconciliation et de la cohésion sociale. L'équipe dirigeante de la Société ouest-africaine de la chimie est aussi venue échanger avec Roch-Marc Christian Kaboré sur la vie de la structure savante sous-régionale. Des chercheurs qui veulent s'appuyer sur le président du Faso pour charmer les autres chefs d'État membres de la structure. Le chef de l'État a promis de nous accompagner pour que le contact avec les différents États, les chefs d'État de ces pays puisse être fait et nous permettre d'être en symbiose et d'avoir des relations d'osmose avec ces chefs d'État. La Société ouest-africaine de la chimie regroupe les enseignants-chercheurs chimistes, biochimistes et biotechnologues de l'Afrique de l'Ouest. Sa mission est de discuter des résultats des laboratoires de la sous-région. Son siège est à Ouagadougou, au Burkina. De son côté, le Premier ministre échange avec le directeur général de l'Institut mondial pour la croissance verte. L'Institut mondial pour la croissance verte est basé à Séoul, en Corée du Sud. Il accompagne les États membres dans l'accélération de leur transition vers une croissance verte forte, inclusive et durable. Le Burkina Faso est membre de l'Institut depuis le 31 octobre 2018. Explication Roger Kam, Nathalie Sawadgo. Octobre 2018, le Burkina Faso a adhéré à l'Institut mondial pour la croissance verte.
verte. Une année après cette adhésion, le pays enregistre des avancées significatives en la matière, selon le ministre en charge de l'Environnement et de l'économie verte. Le DG de l'Institut mondial pour la croissance verte, présent à Ouagadougou, est venu faire le point des actions réalisées au chef. Depuis octobre 2018, le Burkina Faso a adhéré à l'Institut mondial pour la croissance verte. Une année après cette adhésion, le pays enregistre des avancées significatives en la matière, selon le ministre en charge de l'Environnement et de l'économie verte. Le DG de l'Institut mondial pour la croissance verte, présent à Ouagadougou, est venu faire le point des actions réalisées au chef du gouvernement. Déjà, des actions plus concrètes sont déjà menées par l'Institut à travers, bien sûr, l'accompagnement pour la mise en œuvre des éco-villages, l'accompagnement du Burkina Faso pour l'acquisition d'une entité nationale désignée au Fonds vert climat, et également, bien sûr, le renforcement des capacités pour permettre, bien sûr, au Burkina Faso d'avoir, bien sûr, des techniciens capables de pouvoir élaborer des projets bancables en vue de leur financement. En termes de perspective, il faut savoir que pour tout ce qui est engagement international du Burkina, on peut les voir à trois niveaux. Le premier, c'est que les engagements internationaux à travers l'accord de Paris doivent se traduire par des actions concrètes. Et ces actions concrètes vont demander de l'accompagnement en termes de mobilisation des ressources au niveau de la finance climat, également en termes d'action sur les politiques et les stratégies qui vont permettre d'accompagner le Burkina vers cette transition, vers un modèle de croissance verte qui soit inclusive, qui soit forte et durable, mais également un élément important qui est que nous allons ensemble prendre ces enjeux et ces défis environnementaux et les traduire en opportunités de croissance économique. Mahamadou Tounkara est aussi porteur d'un message du président Ban Ki-moon qui invite le président du Faso à la Semaine mondiale de la croissance verte prévue en octobre prochain à Séoul. À l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis ce 5 avril en séance plénière consacrée à des questions d'actualité comme la situation de la méningite au Burkina Faso et les mesures du gouvernement pour contrer l'épidémie. Le point avec Abdourahmane Zongo. Session plénière à l'Assemblée nationale du Burkina Faso en cet après-midi du vendredi 5 avril. Sous le regard curieux et interrogatif de néophytes ici à l'image, les volontaires de l'Assemblée nationale et des étudiants, Madame le député Maïmouna Sawadgo Ouedraogo interpelle à travers une question d'actualité le chef de l'exécutif burkinabé. L'interrogation est relative à près de 100 cas de méningite détectés dans le sud-ouest du pays et en conséquence, quelle est la politique de riposte du gouvernement pour y remédier? Le Premier ministre ici représenté par le ministre de la Santé apporte des éléments de réponse. Il y a qu'au moment de l'harmattan, il y a des poussées, des flambées épidémiques de méningite. Parce que le Burkina fait partie de ce qu'on appelle la ceinture méningétique de l'Apessonie, qui va de l'est en Éthiopie à l'ouest au Sénégal. Et donc, il y a souvent des flambées, ça et là. Et la région du sud-ouest, de par ses districts, Batié, Dano, Gawa, Debougou, ont connu des alertes, c'est-à-dire des zones où il y a plus de 3 cas de malades sur 100 000 habitants. Et nous avons investigué, nous avons une structuration qui nous permet de lancer des opérations de réponse rapide. Et nous avons également une direction de surveillance pour savoir où ça ne va pas. Et cette surveillance-là, on l'étudie pratiquement tous les jours et par semaine, on trace les résultats de cette surveillance. Et c'est ainsi que nous avons lancé le centre d'opération de réponse aux urgences sanitaires. Et on a identifié le germe, et le germe en cause, c'est le pneumocoque. Le gouvernement ne ménage aucun effort dans la lutte contre la méningite, mais également réitère son appel pressant à toutes les populations d'observer scrupuleusement les mesures de prévention contre la dite maladie.
Je le disais en titre, le ministère de l'Énergie vient de signer des conventions avec des sociétés privées pour la production d'énergie d'une capacité totale de 155 MW. Ces centrales permettront au pays d'augmenter sa puissance électrique et l'énergie produite sera reversée dans le réseau de la Sonabel. Yacouba Gamene, Maimouna Traoré pour les détails. 6 contrats en mode PPP, partenariat public-privé, entre le ministère de l'Énergie et 5 producteurs indépendants d'énergie. Ce sont au total 6 centrales solaires qui seront construites par ses partenaires pour accompagner le gouvernement dans sa volonté d'accroître l'offre énergétique en termes d'accessibilité, de qualité et de coût. À terme, il est attendu 155 MW. L'État seul ne pourra pas donc être en mesure de donner suffisamment d'énergie pour la population. Et donc ce qui est en train de se matérialiser ce matin est historique parce que même dans la sous-région, c'est la première fois que nous avons un investissement de cette taille dans le solaire. Ça vous dit que le Burkina Faso s'est résolument engagé en tout cas pour prendre le leadership en matière d'énergie solaire dans la sous-région. C'est des prix qui sont en dessous de 50 francs le kilowattheure. Nous espérons que c'est le début d'une longue chevauchée fantastique dans le domaine de l'énergie solaire pour donner de l'énergie à tout le monde et de l'énergie moins chère. Le ministère de l'Énergie peut également compter sur l'Institut mondial pour la croissance verte. Par la signature de ces mémorandums, l'Institut s'engage à accompagner le gouvernement dans la formulation de projets et programmes et dans la mobilisation de ressources financières pour la réussite de la transition énergétique. L'UNICEF et le gouvernement suédois viennent de signer une convention pour permettre de mettre en place un programme de protection sociale sensible à l'enfant dans 15 communes du Burkina Faso. Le but étant de réduire l'indigence, la pauvreté, mais aussi la vulnérabilité des enfants dans ces localités d'intervention. Nathalie Sawadgo. Le gouvernement suédois et l'UNICEF mutualisent leurs efforts pour lutter contre la pauvreté multidimensionnelle et monétaire au Burkina Faso. Et à travers cette signature de convention, la Suède met à la disposition de l'UNICEF environ 10 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un programme de protection sociale des enfants vulnérables dans 15 communes rurales du pays. On considère que pour un enfant, ce n'est pas tellement la pauvreté monétaire, c'est-à-dire avoir de l'argent en main qui est important, c'est avoir accès à tous les services qui répondent aux droits des enfants. Donc accès à l'éducation, accès à la santé, accès à la nutrition, etc. etc. Et tout ceci constitue donc la pauvreté multidimensionnelle non monétaire. Et celle-ci est très élevée au Burkina Faso, et particulièrement dans certaines régions du Burkina Faso. La région la plus touchée, c'est la boucle du Moune, mais il y a aussi l'Est, le Nord et le Centre-Nord. Au total, ce sont 3 700 ménages, dont plus de 11 000 enfants, 50% de filles et 50% de garçons qui bénéficient de ce programme. La protection de l'enfant, les droits de l'enfant, c'est une priorité pour nous. On pense que la protection sociale vraiment est la base pour assurer la cohésion sociale et la résilience dans la population. Le programme a été réalisé avec l'appui technique des 2 partenaires et du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, SPCNPS. Ce 4 avril à Tinkodogo, le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières a réuni des délégations des autorités régionales des savanes au Togo et de Upper East au Ghana et leur homologue du Centre-Est pour une concertation tripartite. Pour cette rencontre, il s'agissait de renforcer les liens de collaboration entre les nations, mais aussi de mener des réflexions pour venir à bout des mots comme l'insécurité et les conflits transfrontaliers. On fait le point avec Mahamadi Sawadgo sur place à Fadangourma. Les acteurs au développement du Ghana, du Togo et du Burkina Faso conjuguent leurs efforts dans la promotion de la coopération transfrontalière et la lutte contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Réunis à Tinkodogo dans la région du Centre-Est, ils échangent sur des thématiques comme la libre circulation des personnes et des biens, l'exploitation des ressources naturelles partagées,
ainsi que la prévention des conflits frontaliers. Nous avons jugé utile, surtout dans le contexte actuel marqué par l'insécurité grandissante, de mener la réflexion entre les acteurs frontaliers de ces 3 pays-là pour identifier les préoccupations des populations et rechercher les pistes de solutions qui vont permettre aux populations de vivre en bonne symbiose et de contribuer ainsi au développement harmonieux de nos 3 pays. Cette rencontre regroupe les autorités des régions des savanes au Togo, du Upper East au Ghana et du Centre-Est au Burkina Faso. Dans ce contexte marqué par l'insécurité, la coopération entre les 3 régions et ces rencontres périodiques peuvent constituer une réponse à cette préoccupation. Donc certainement nous allons aborder ces questions. La région des Savanes est une des régions du Togo qui accueille les transhumants. Mais il arrive souvent qu'il y ait des malentendus entre les populations qui arrivent et les populations locales. Les participants vont pendant 2 jours travailler en plénière afin de dégager des pistes de solutions pour une cohabitation pacifique et l'intégration des différentes communautés dans ces 3 pays frontaliers. Le ministère de la Sécurité a reçu hier, jeudi, des équipements informatiques au profit du projet Identification, Rapprochement, Analyse, Police. C'est le programme du système d'informatique policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, financé par l'Union européenne qui est à l'origine de ce don. Tanga Robert Kafando. Près de 70 ordinateurs et scanners, un serveur et plusieurs autres équipements informatiques au profit du projet d'identification, du rapprochement et d'analyse de la police nationale burkinabé IRAPOL. Ce don, financé par l'Union européenne et la CEDEAO à travers le système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest, vise à renforcer la mise en œuvre du programme IRAPOL sur l'ensemble du territoire burkinabé. Comme vous le savez, l'Organisation internationale de police criminelle Interpol met en œuvre depuis 2012 le programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et au Tchad. Le Burkina Faso a rejoint le programme en 2016 et nous avons répondu favorablement à la demande du gouvernement burkinabé qui consiste à appuyer le système existant qui est une plateforme d'échange entre les forces d'application de la loi pour renforcer le système sécuritaire mis en place au Burkina Faso. Donc c'est à ce titre que nous sommes arrivés au Burkina cette semaine pour une cérémonie de remise officielle d'un premier lot d'équipements pour renforcer ce système qui existait déjà au Burkina Faso. Le programme IRAPOL vise à répondre aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest en permettant la collecte d'informations policières par le biais d'un système national centralisé et en offrant la possibilité de partager les informations recueillies au niveau national, régional et international. Au tribunal militaire de Ouagadougou, la phase de présentation des pièces à conviction a pris fin ce soir. Mais avant, les débats se sont poursuivis sur le contenu des vidéos faisant état de violence mises à la charge des militaires de l'ex-RSP. Zoubaviel David Aviré. Les moyens mis à la disposition des forces armées nationales sont destinés à la défense opérationnelle du territoire, pas pour la conquête du pouvoir d'État. C'est en substance le propos du parquet militaire suite à la diffusion d'une vidéo mercredi dernier faisant état de violences commises par les éléments du RSP lors du putsch. Le parquet militaire s'insurge contre ce qu'il qualifie de barbarie et fustige les avocats de la défense qui justifient l'attitude du RSP comme étant une légitime défense. C'est une provocation que de dire que les populations à main nue ont provoqué les militaires du RSP, s'indigne le parquet militaire, qui précise, dans tous les cas, rien ne justifie l'utilisation d'armes de guerre contre les populations civiles. Plusieurs soldats, sous-officiers et officiers sont appelés à la barre pour opiner sur le contenu de la vidéo. Soupçonné par le parquet militaire d'avoir commis les dégâts sur le studio de Serge Bambara alias Moké et la radio Lafi des Orgos, les sergents-chefs Ali Sanou, Zerbo Laoko Mohamed et le soldat Soulama Siedou sont appelés à la barre. Tous refutent les faits. Le sergent Mahmoud Bouda lui reconnaît avoir été de l'expédition de la radio Savane FM et avoue même avoir détruit les caméras de surveillance. Sur le même sujet, le sergent-chef Roger Koussoubé dit n'avoir pas d'opinion. Le général Gilbert Djendjéré déplore les victimes et les dégâts matériels constatés lors des événements, mais dit maintenir sa déclaration à la barre.
Après ces observations, Maître Stéphane Ouedraogo, l'avocat de Adama Ouedraogo dit Damis, propose un film au tribunal. Il s'agit d'une émission réalisée en 2014 par l'animateur Big Ben avec comme invité Younoussa Sanfo, spécialiste en investigation électronique et auteur du rapport d'expertise versé dans le dossier Pouch. Dans cette émission, Younoussa Sanfo, sur la base d'exemples concrets, expliquait les différentes manipulations que l'on pouvait opérer sur les téléphones de tierces personnes sans forcément les tenir en main. Fort de ce constat, les avocats de la défense soutiennent que les téléphones portables des accusés ont peut-être subi le même sort avant d'appeler le président du tribunal à la plus grande prudence sur la question. Et Maître Prosper Farama des parties civiles de s'interroger, dans ce cas, qu'est-ce qui prouve que la vidéo projetée est elle-même authentique? Pour le parquet militaire, c'est une stratégie dont le but est de ralentir le cours du procès. Le débat s'engage et s'estompe aussitôt, c'est la fin de la présentation des pièces à conviction. L'audience reprend le mardi 9 avril prochain avec l'audition des parties civiles. Le maire de la ville de Ouagadougou vient de lancer les travaux d'entretien et d'aménagement des routes de la capitale. Ces travaux concernent 18 km de route à travers les 12 arrondissements de la capitale. Maxime Zongo. Les acrobaties et autres détours dus au mauvais état de certaines routes de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou seront bientôt un mauvais souvenir. Avec le lancement de ces travaux, les rues 1034, 355 et 1225, avec une longueur d'1,8 km, connaîtront un nouveau visage. Il s'agit de cette voie-là qui quitte le goudron à partir de Golfe et garage du Golfe et qui va jusqu'à l'école Nemné 1 et 2. Ensuite, il y a la voie qui passe du côté nord du DCA, marché du DCA qu'on appelle. Voilà, ça quitte le goudron au niveau de Naba-Zombré et ça va rejoindre la circulaire. Les travaux vont consister à un décapage de la mauvaise terre puis un rechargement en terre latéritique d'une épaisseur de 15 cm. Nous sommes concertés avec les maires d'arrondissement pour choisir un certain nombre de voies dans la ville, dans tous les arrondissements, pour les reprofiler et les recharger en terre et faire en sorte que ces routes-là soient côtoyées par des caniveaux qui vont drainer l'eau de pluie. Et nous allons continuer au cours de ce mois-là, d'avril, et à lancer des chantiers dans presque tous les arrondissements de la ville de Ouaga. Cette phase 2, qui va durer un mois, fait suite à une première étape qui a concerné plus de 18 km. Des travaux de confort, selon le maire de la commune de Ouagadougou, qui entrent dans le cadre d'un vaste chantier de plus de 254 km à travers la ville. Du bitumage de plusieurs voies, mais également le renforcement de certaines routes en terre. Le département en charge de la santé a procédé ce mercredi 3 avril à Banfora, dans les Cascades, au lancement officiel d'un projet intitulé Projet Nouvelle Moustiquaire. C'est un projet prévu pour durer 4 ans. Ce projet compte distribuer dans les zones de forte résistance comme le sud-ouest, les Cascades, la boucle du Moun et les Hauts-Bassins 2 millions de moustiquaires imprégnés de nouvelles générations plus efficaces que les anciennes. Amadou Lougué. Les anciennes moustiquaires imprégnées ont montré leurs limites, d'où l'élaboration d'une nouvelle génération de moustiquaires imprégnés capables de prévenir plus efficacement les populations contre le paludisme. Les moustiquaires de nouvelle génération ont été mis en place pour justement juguler le phénomène de résistance des vecteurs aux insecticides, parce que c'est des moustiquaires qui combinent plusieurs insecticides ou des substances qui permettent donc de lutter efficacement contre les moustiques résistants. Et comme vous le savez, des études ont démontré dans la zone du sud-ouest de certaines localités de Burkina Faso que les moustiques deviennent de plus en plus résistants. Cette cérémonie marque le lancement du projet Nouvelle Moustiquaire, un projet de 4 ans piloté par le ministère de la Santé. Le gouvernement, depuis 2010, procède à la distribution de moustiquaires dites Milda pour prévenir le paludisme. Mais il se trouve que dans la zone du Grand Ouest, il y a une certaine résistance de nos moustiques plutôt, à ces moustiquaires-là. Donc je suis contente que le gouvernement songe à nous en lançant les nouvelles Milda de nouvelle génération.
L'ambition du gouvernement dans ce nouveau combat contre le paludisme, c'est d'éradiquer la maladie au Burkina Faso d'ici 2030. Le projet a prévu distribuer 2 millions de moustiquaires de nouvelle génération dans les zones de forte résistance aux moustiques. Coût du projet, environ 800 millions de francs CFA, un projet financé en partie par la Banque mondiale. Une bonne nouvelle pour les malades de prostate ou souffrant de problèmes urologiques. Le service viscéral de l'hôpital Yalgado Ouedraogo vient de réouvrir. C'est après un an d'arrêt que le centre a repris ses activités ce vendredi. Un arrêt qui était nécessaire pour cause de réfection des locaux mais aussi des équipements. Zarissa Sanfo. Les chirurgiens des urgences viscérales de l'hôpital Yalgado Ouedraogo reprennent leur bistouri. Dans ce service, il y a 14 mois, toutes les interventions chirurgicales avaient été suspendues pour vétusté et panne répétée des blocs opératoires. Et en à peine 2 semaines de réouverture, ce sont 58 patients qui sont passés par cette étape pour recouvrer la santé. Il y a 2 salles d'urgence qui sont ouvertes, donc on peut opérer ce qui est des urgences. Mais au niveau des malades programmés, il y a encore quelques petits problèmes parce qu'il y a une fuite d'oxygène qui est là et il faut bien que ce soit réglé avant qu'on commence les programmes opératoires. Un service minimum certes, mais c'est déjà bon à prendre, dira le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. On a encore des problèmes de climatisation, des problèmes de matériel complémentaire, parce que ce que nous avons, c'est vraiment un minimum pour démarrer. Donc les plaidoyers continuent pour qu'on puisse mettre les services chirurgicaux de Yalgado à niveau. En visitant ce matin le service de chirurgie viscérale, le secrétaire général du ministère de la Santé est venu encourager les chirurgiens, constater de visu la fonctionnalité de ces nouveaux blocs opératoires. Il a aussi promis une bouffée d'oxygène. Il y a des préoccupations qui sont toujours d'actualité et sur lesquelles nous avons l'expression des besoins. Et nous allons travailler également à accompagner cet effort pour que le bloc puisse être fonctionnel à maximum. La rénovation de ces blocs opératoires a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Culture, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou-Vemao se tient depuis le 4 avril et ce jusqu'au 7 avril prochain pour sensibiliser sur le terrorisme et l'incivisme. L'ouverture du festival est intervenue donc ce 4 avril en présence de Oumar Zambri. C'est tout en musique que le Vemao ouvre ses portes à la population de Saba. C'est un cadre d'expression et de sensibilisation à travers la musique. La particularité même du Vemao, c'est-à-dire c'est l'appellation, le village d'expression des musiques africaines. Chaque année, c'est un peu de la musique au cinéma, un peu du FESPACO en réalité. C'est-à-dire chaque année, nous faisons venir une icône africaine qui a marqué le temps. Voilà, pour l'an passé, nous avons fait venir Sanfon Thomas. Cette année, on a décidé de faire venir Baïs Pinto. Et les années à venir, en tout cas, le mercure va encore monter. Un festival qui permet aussi bien à la jeunesse qu'à la population de pouvoir vivre pendant un certain temps et un certain nombre de choses, un certain nombre de mélodies, mais aussi un certain nombre de messages. Donc nous sommes à juste titre contents et fiers de ce qui se passe. Le comité d'organisation, les attentes de cette 3e édition ont été comblées. Cette édition, c'est d'abord un succès parce que tout événement, on a besoin d'une grande mobilisation, chose d'ailleurs que nous sommes en train de vivre parce que déjà à 19h, 18h, vous voyez déjà que le site est en train de se remplir petit à petit. Et on a 96 heures ensemble et je pense que dans 96 heures, nous allons solliciter la population de Samba de sortir massivement, en tout cas pour qu'ensemble on puisse faire la fête. 72 heures durant, les artistes nationaux et internationaux seront sur scène pour montrer leur savoir-faire, mais aussi partager leurs expériences. Et pour refermer cette édition à l'étranger, tension grandissante entre les camps rivaux en Libye. De violents affrontements opposaient ce vendredi les forces pro-gouvernementales libyennes aux combattants du maréchal controversé Khalifa Haftar, engagés dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. L'ONU, quant à elle, appelle au calme.
Situation tendue et inquiétante en Libye. Des forces du maréchal Haftar sont aux portes de Tripoli. L'homme fort de l'Est du pays a envoyé un convoi armé prendre position à moins de 30 km de la capitale libyenne. C'est le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le colonel Ahmed Al-Mismari, qui a annoncé l'offensive. Le maréchal Khalifa Haftar a promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi soir en urgence. Jeudi, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré le chef du gouvernement national à Tripoli. Tous deux sont d'accord pour dire qu'aucune solution armée ne résoudra les problèmes en Libye. Malgré tout, les forces militaires de l'unique gouvernement reconnu par la communauté internationale disent aussi se tenir prêtes à faire face à toute menace et à protéger Tripoli. Antonio Guterres était en Libye aussi pour se rendre compte de la situation des migrants. Il a visité un centre d'accueil et s'est dit horrifié et choqué par la souffrance et le désespoir de ces hommes et de ces femmes pris au piège sur une voie sans issue. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.